Vas-y, c'est bon. C'est parti, je crois que nous sommes en direct sur Facebook. Jordan va me le confirmer dans un instant et je suis très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous êtes là. Pour l'instant, je ne vous vois pas, mais bientôt je vous verrai. Et ce que vous voyez déjà, c'est ce studio 2 d'Objectif CRPE qui a revêtu son habit de lumière avec des effets un petit peu, je peux disparaître sur le côté du décor. Je remercie Julien Lepers. Je crois pas qu'on lui ait même demandé la permission, mais il nous prête ce décor absolument magnifique pour que nous passions un moment ensemble à parler concours, à parler révision, ou plutôt à jouer, parce que je vais essayer de parler le moins possible et de vous laisser vous exprimer dans le chat. Et je vous invite à me dire tout de suite si vous êtes là et qui vous êtes et ce qui vous amène ce soir, même si j'imagine qu'il n'y a que des amis du CRPE ou en tout cas des PE, futurs PE, des gens qui s'intéressent au concours et qui sont là pour s'entraîner en s'amusant autour du CRPE. C'est la deuxième édition de cette émission spéciale, très spéciale, question pour un futur PE. Je vous remercie Anaïs, Manon, Agnès, Florence, Véronique, Cindy, Amélie, Marina, Elodie, Claire et vous qui me regardez de participer à ce jeu. Et je déclenche tout de suite, sous vos applaudissements, le générique de l'émission. Et voilà, vous avez entendu, vous l'avez eu, dites-moi si vous avez entendu ce jingle familier. J'ai malheureusement pas de retour son dans ce studio, mais c'était la petite surprise de JR. Et donc on va jouer ce soir, on va jouer avec les thèmes classiques du CRPE, le français, les maths, la CSE, la mise en situation professionnelle. Culture PE, vous reconnaissez s'il y a parmi vous des élèves d'Objectif CRPE. Bonsoir à Team Coquelicot, bonsoir Mathilde et bonsoir Stéphanie. Vous reconnaissez les thèmes de la plateforme. On va parler des programmes, on va parler du concours. Il y aura des questions à 1 point, des questions à 2 points, des questions à 3 points. Vous allez évidemment très soigneusement noter vos points pour vous auto-évaluer sur ce jeu de questions pour un futur PE. Et on commence tout de suite, si vous voulez bien, avec une première partie. Il y aura 3 parties dans le jeu. C'est pas exactement les mêmes que dans l'émission originale, mais on va trouver du QCM en première partie, des questions plus ouvertes en deuxième partie, et en troisième partie, le grand final de questions pour un champion. Je suis la troisième partie. Bonjour Barbara, Marina, Claire, Rémi. Je compte sur vous pour être au taquet sur la participation dans le chat. Que le meilleur gagne. C'est parti avec une question à 2 points, une question de mathématiques. Combien mesure l'arête d'un cube dont le volume est de 343 cm3? Proposition A, 5 cm, proposition B, 6 cm, proposition C, 7 cm. Question de rapidité, ça va se jouer ici sur les réflexes. Stéphanie, Amélie, je vous écoute. Sabrina, qui sera le premier à répondre à cette question? Question donc de géométrie des volumes. Un cube. Son arête, merci Jordan pour ce café, c'est magnifique. Et nous avons les premières réponses. Première réponse d'Anaïs. Anaïs, tu nous dis la réponse C, 7 cm. Alors, comment est-ce que tu as fait? Tu peux nous expliquer peut-être bonsoir doucement ce soir, me dit Sandcœur. Non, pas du tout. Jordan vient de me servir un café. Et au contraire, on est là pour y aller assez dynamiquement parce que j'ai plein de questions ce soir. On a renouvelé les questions. Merci à Anthony qui a préparé ce live avec moi. Tout le monde est d'accord pour la réponse C et vous avez raison, je vous félicite évidemment. L'arête d'un cube, c'est quoi? C'est le côté là, hein? Ah, pardon, je suis prof de français, je me suis pas présenté, je m'appelle Benjamin Charagnon, je suis directeur d'Objectif CRPE et professeur de français. Donc je me dédouane par avance de tout ce que je pourrais dire d'approximatif et je bats ma coulpe par avance s'il y a des choses. Mais Louis, notre professeur de maths, vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Mais en gros, il faut faire quoi? Il faut passer au cube la taille du côté pour avoir le volume. Et donc, qu'est-ce qui multiplié 3 fois par soi-même va donner 343? C'est 5
a priori non, parce que 5 x 5, ça fait 25. Ça, même un prof de français le sait. Et 25 x 5, on va à nouveau pouvoir faire des résultats un résultat qui va forcément finir par un 5, parce que on peut garder le dernier chiffre, d'accord, on le multiplie, et on trouve le dernier chiffre vraisemblable du résultat. 5 x 5 x 5, 5 au cube ne peut que finir par un 5. 6 x 6, 36, 6 x 6, donc ça ressemble pas non plus. 7 x 7, qu'est-ce que ça fait? 7 x 7, ça fait 49. 9 x 7, ça fait 63. Le dernier chiffre est un 3. C'est comme ça peut-être que Gwendoline et Anaïs, surtout, qui était la première à répondre, avaient répondu. Dites-moi hein, si c'est le cas. Dis-moi Anaïs si c'est comme ça, avec une astuce de ce type-là que tu as répondu si rapidement. En tout cas, tout le monde est d'accord, et c'était une petite question de maths et d'échauffement dont vous avez triomphé, et je vous en félicite. Deuxième question pour 2 points en connaissance du système éducatif. De quand date la loi sur la laïcité à l'école? La dernière, parce qu'on ne va pas remonter là à Jules Ferry. Mais la bonne réponse sur cette question, donc une loi dont on a beaucoup parlé et dont on continue de beaucoup parler. Anaïs, à nouveau au taquet pour la réponse B. Bravo, Anaïs, 15 mars 2004. Anaïs, tu dégaines plus vite que ton ombre. Et en effet, c'est du 15 mars 2004 que date cette loi qui encadre le port de signes religieux ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles et les collèges et lycées publics. On continue. Donc ça hésitait entre la réponse B et la réponse C, évidemment, 2004-2005. Mais la date exacte de la loi, c'était 2004. On continue avec une question de PS pour 2 points. À quel objectif d'apprentissage correspondent les absas jeux collectifs et jeux de lutte au cycle 1? Alors, à quel objectif d'apprentissage? Est-ce qu'il s'agit de communiquer avec les autres? Est-ce qu'il s'agit, on va dire, majoritairement, parce que, évidemment, vous avez plusieurs objectifs qui peuvent être convoqués dans chaque absa, mais principalement, est-ce qu'il s'agit de communiquer avec les autres, d'agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets, ou de collaborer, coopérer, s'opposer? Et cette question est une occasion de plus, bravo pour la réponse C, une occasion de plus de se répéter ces mots qu'il faut connaître par cœur, ces mots qui figurent dans les programmes: collaborer, coopérer, s'opposer. C'est une petite rengaine, une petite musique. Notre ami Manu Lotz fait ça très bien sur les programmes de français en les mettant en musique. Il faut apprendre cette petite chanson et vous l'avez apprise, Anne, Barbara, Véronique, Julie, Soisy, Caroline, Damien. Bravo, bravo, bravo. C'est très bien. On continue avec une question pour 1 point, une question de culture PE, d'accord, une question sur une loi qui n'est pas la loi de 2004 sur la laïcité, mais qui est la loi sur l'école de la confiance, une loi dite Blanquer, du nom de notre ministre de l'Éducation nationale, et laquelle de ces mesures ne figure pas dans la loi Blanquer sur l'école de la confiance? Est-ce qu'il s'agit de l'instruction obligatoire à partir de 3 ans? Est-ce qu'il s'agit, réponse B, de la refonte de la formation des enseignants? Est-ce qu'il s'agit, réponse C, de l'interdiction du port de signes religieux pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires? Ou bien est-ce qu'il s'agit, réponse D, du drapeau français bleu, blanc, rouge dans les classes? Et pas seulement quelque part planqué dans un hall d'école. Vous me dites la réponse C d'Evonne, Nathalie, Agnès, Sabrina, Damien. Réponse C, vous avez raison. Bien sûr que non. Bien sûr que la loi sur l'école de la confiance n'a pas interdit le port de signes religieux pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires, même si Blanquer a dit que c'était pas un truc vers quoi il avait envie que le pays tende, mais évidemment, ce n'est pas dans la loi.
Et par contre, tout le reste y est, l'instruction obligatoire des 3 ans, alors que c'était le cas dans les faits déjà à peu près partout en France, sauf peut-être dans quelques coins reculés, mais ça a été mis dans la loi. La refonte de la formation des enseignants, ce qui a été mis dans la loi, est assez flou, mais les choses vont se préciser. Et il y a quelques premières mesures qui sont passées. Et le drapeau dans les classes, apparemment c'est le cas, j'ai pas vérifié. Dans les classes de mes enfants. Je le ferai à la prochaine occasion. On continue? Est-ce que tout va bien? Dites-moi si vous me recevez bien, si vous avez gagné des points. Dites-moi si vous êtes chaud ce soir pour enchaîner avec quelques questions que nous vous avons préparées. Et une petite question de français, hein, une question de français sur 2 points. Une petite question de lexico. D'accord, c'est parti. Lequel de ces mots n'est pas formé par dérivation affixale? Est-ce que c'est le populisme, la démocratie? Est-ce que c'est le mot électoral, le mot républicain ou le mot gréviste? Alors, qui va trouver celui de ces mots qui n'est pas formé par dérivation affixale et donc qui nous intéresse un peu moins ce soir sur Question pour un futur PE, parce que le futur PE est obsédé de la dérivation, parce qu'il sait que 90% des questions de lexico au CRPE portent sur la dérivation, ce phénomène par lequel un mot se forme à partir d'un radical auquel on ajoute un affixe. Un affixe, c'est un préfixe ou un suffixe. En tout cas, vous me dites B, la démocratie. La démocratie, vous préférez les chocolats. En tout cas, Sandker préfère les chocolats. Il y a aussi un peu de réponse C, un peu réponse D. C'est quand même la réponse B qui est majoritaire et vous avez raison, mais non, républicain, république, vous le voyez, républicain, vous avez, je pense, un suffixe. Hein. J'ai un doute là d'un coup. J'irai vérifier ça. On peut vérifier ça tout de suite. Est-ce que j'ai une scène web? Je suis pas sûr de pouvoir sortir de mon décor magnifique, mais le réflexe TLFI, trésor de la langue française informatisé, par exemple. Vous trouvez la formation des mots, la morphologie. Mais moi, j'avais en tête plutôt la réponse B, et vous le voyez, tous discutent en grammaire. La réponse B, la démocratie, qui techniquement correspond à ce qu'on appelle une composition savante. C'est pas une dérivation, c'est une composition, pas une composition comme on en trouve souvent qui serait formée par l'adjonction de 2 mots reliés au moyen d'un trait d'union, comme dans chef-d'œuvre par exemple, ou comme dans chou-fleur par exemple, qui sont des mots issus d'une composition. Mais la composition savante, elle rassemble 2 mots d'origine ancienne, 2 radicaux issus du latin ou du grec, qu'on va fusionner dans un seul mot sans trait d'union. C'est le cas du mot démocratie, donc vous pouvez me donner l'étymologie dans le chat. Donnez-moi les 2 étymons, les 2 mots et leur signification qui ont formé ce néologisme démocratie. Donnez-moi, pendant que vous y êtes, peut-être quelques mots de la même famille, quelques mots qui sont construits à partir de ces mêmes radicaux, de l'un ou l'autre de ces mêmes radicaux, de l'un et l'autre de ces mêmes radicaux. Ça existe aussi, démocratique, par exemple. Donc, démos, le peuple, absolument. Et qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Krati. Ah, Véronique, tu dis ensemble. Non, je crois pas. Kratos, Kratos, on est dans le grec là, hein. On est plutôt dans le grec que dans le latin avec ses os, démos et kratos. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Et donc la démocratie, étymologiquement, c'est le pouvoir donné au peuple. Ça laisse à penser, mais c'est ce que nous dit l'étymologie, le pouvoir au peuple et pas, par exemple, la plutocratie, qui va être le pouvoir aux riches, ou l'aristocratie, qui va être le pouvoir. Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire, aristo, la racine? Je sais pas, vous regarderez, TLFI, trésor de la langue française,
informatisé. Retenez bien ce site. On continue et on repasse aux maths. Une petite question de maths pour 2 points. Une question de calcul, là encore, ça va être de la rapidité, ça va être du réflexe. Je compte sur vous, c'est parti. Mathématiques, Bob a augmenté son poids de 25% pendant les fêtes. Il a un petit peu abusé des chocolats et du champagne. Combien doit-il perdre pour revenir à son poids initial? Est-ce qu'il doit perdre 30% de son nouveau poids, 25% de son nouveau poids, 20% de son nouveau poids ou 15% de son nouveau poids? Question de rapidité, question de réflexe. Magali, Barbara, Amélie, je compte sur vous. Merci Barbara pour tes recherches sur le mot républicain, mais tu confirmes qu'il y a bien un suffixe AIN, j'imagine, qui est de, ou plus généralement, qui est relatif à. Par exemple, c'est peut-être le suffixe de quoi? De puritain. Voilà. Réponse A, vous me donnez la réponse A ou la réponse B? Ça hésite un tout petit peu. Un peu de réponse C aussi. Mais principalement quand même du 30% ou du 25%. Je vous laisse vous exprimer. Réponse A, réponse A, réponse A. Stéphanie, Marie-Claire, Véronique, Stéphanie, Claire. Christy, vous êtes d'accord pour dire 30%? Réponse C, c'est quand même un peu partagé, mais je vois beaucoup de réponses A. Je vois beaucoup de réponses A. Un peu de réponse B. Attendez. Bob a augmenté son poids de 25% pendant les fêtes. Combien doit-il perdre pour revenir à son poids initial? Prenons peut-être un exemple, non? Parce que moi, ça m'aide à réfléchir. C'est-à-dire que parfois, j'aime bien essayer de me dire, OK, Bob, on me parle de qui? On me parle d'un gars, il fait combien? Moi, je fais 90 kilos. Bon, mettons 100, ça sera plus facile pour les calculs. Bob, il fait 100 kilos, il augmente son poids de 25% pendant les fêtes. Donc, combien il pèse après les fêtes? Après avoir pris 25% de plus. 25% de 100, c'est 25. Pour ça, 100, c'est bien. Donc, on se dit, Bob pèse 100 kilos avant les fêtes. Il prend 25% de son poids. Il pèse donc, donnez-moi dans le chat, juste que je m'assure un peu que je ne suis pas tout seul là. Ah ouais, les gens se réveillent dans le chat. Et ouais. Ah, il y a eu beaucoup de pièges, c'est bien. Je pense que ce live, aussi festif soit-il, n'aura peut-être pas servi à rien, parce que c'est quand même un piège classique. Il a pris 25% de poids, donc il est passé de 100 kg à 125 kg. S'il veut revenir à son poids initial, il faut qu'il passe de 125 kg à 100 kg qui pesait initialement. Donc 25, il faut qu'il perde 25 kg pour passer de 125 à 25. Il faut qu'il perde 25 kg. Donc 25 kg, c'est combien? Par rapport à quoi? Par rapport à son poids final, par rapport à son poids de 125 kg. 25, on le met 4 fois dans 100, donc il y a 4 fois 25 dans 100, et plus une 5e fois pour passer à 125. C'est bien 1/5 de son poids qu'il doit perdre pour revenir, et 1/5 de son poids, c'est bien 20%, c'est bien 0,2 si vous voulez l'exprimer autrement. Bravo à Gwendoline, Ronchon, Agnès, Fatima. Non, pas Fatima, je crois que tu t'es trompé, mais c'est pas grave et c'est bien. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour moi, comme ça doit l'être pour vous, que vous fassiez un peu d'erreur sur ce quiz, parce que sinon on aurait produit un quiz trop facile. Et l'erreur, comme vous le savez, est exactement ce qu'on cherche à faire quand on se prépare à un concours, faire des erreurs qui nous permettent de ne pas la faire, cette erreur, le jour J. Donc, si vous avez ce genre de mécanisme un peu vicelard qui se présente dans une épreuve de maths, j'espère que cette question vous aura servi de leçon. On continue, donc c'était la réponse C.
Salut Véronique qui va se coucher parce qu'elle est à la réunion comme beaucoup d'élèves. Pardon, je rigole parce que je vois que j'ai embrouillé Ronchon, j'en suis désolé. On va revenir à autre chose que les maths. Une question sur les programmes. Une question à 2 points sur les programmes scolaires. Programme 2MC, parmi ces propositions, quelle est celle qui ne fait pas partie des 3 finalités de l'EMC, telles que ces finalités ont été redéfinies dans les ajustements de programme de 2018. Question bien technique sur les programmes. Est-ce qu'il s'agit de la proposition A, respecter autrui? Est-ce qu'il s'agit de la proposition B, penser par soi-même et avec les autres? Proposition C, acquérir et partager les valeurs de la République, ou la proposition D, construire une culture civique. Tout ça sonne assez EMC, vous me l'accorderez. Est-ce qu'il s'agit de la proposition B, comme vous tendez à le dire en majorité, ou peut-être de la C, comme le pense Lucille, ou de la D, comme le pense Sandrine? Là, c'est juste une question. Honnêtement, moi, je ne connais pas la réponse. Je ne connaîtrais pas la réponse si je n'avais pas préparé ce live, parce que il faut apprendre par cœur les terminologies et les listes d'idées clés qui sont exprimées dans les programmes, et savoir notamment que penser par soi-même et avec les autres, c'est quelque chose qui était présent en 2015, penser par soi-même et avec les autres au sein de la 3e des 4 finalités exprimées dans les programmes de 2015 en EMC. Alors que dans la clarification et l'ajustement de programme qui a été effectué en 2018 en EMC, aussi en français et en maths, au cycle 2 et 3, vous avez cette réécriture et cette simplification de l'intro au programme d'EMC qui désigne 3 finalités: respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la République et construire une culture civique. Donc, bravo à ceux d'entre vous qui ont identifié la réponse B. Il s'agit d'une petite subtilité, mais ces choses-là comptent à l'oral, elles peuvent compter, et à l'écrit également, si on pense aux questions de didactique. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, excusez-moi. C'était l'explication de la question de maths qui était là juste avant. Allez, une petite question concours. Question concours, question pour 3 points. Question issue des stats qu'on a récoltées lors d'une des éditions la plus récente de la grande enquête qu'on essaie de faire régulièrement pour interroger les candidats et les lauréats au concours et connaître leurs résultats, leurs habitudes de travail, et essayer de comprendre le mieux possible ce CRPE. Et la question, c'est la suivante. Parmi 360 lauréats, qui constituent un petit échantillon, mais un échantillon quand même, 360 lauréats du concours, quelle est la part de ces 360 lauréats qui a commencé à se préparer au mois de décembre précédent les écrits qui ont lieu, je vous le rappelle, au mois d'avril. Si vous me regardez en direct, on est le 18 décembre, donc on est bien. On parle de quelque chose qui a lieu dans quelques mois, mais dans quelques mois quand même. C'est à la fois très peu et c'est beaucoup. Et le pourcentage de candidats qui a commencé à s'y préparer, moi aussi j'aurais dit intuitivement réponse C, comme Stéphanie et Maëva, mais en fait je crois que c'est beaucoup plus. Je crois que c'est 25% des lauréats, ça veut dire 1 lauréat sur 4 s'y est mis très tard. Enfin très tard, tout dépend en fait d'où on vient, de quel concours on passe, de plein de choses, mais ce que dit ce chiffre, c'est que vous avez toutes vos chances si vous commencez maintenant. A fortiori, vous avez toutes vos chances si vous êtes lancé dans la préparation depuis longtemps. Et ça a été le cas des 3/4 des lauréats qu'on a interrogés lors de cette enquête, qui avaient anticipé davantage.
Mais il ne faudrait pas non plus que vous sentant en retard dans votre préparation, et je sais que c'est un sentiment qui est courant, mais qui ne vaut pas beaucoup plus qu'un sentiment, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas en retard objectivement. Chacun est lancé dans une préparation ou va se lancer dans une préparation qui ne préjuge absolument pas, en tout cas la date de lancement de la préparation ne préjuge pas des chances de réussite. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je sais qu'on est dans le creux de l'hiver, dans un moment où c'est dur pour certains qui s'arrachent pour maintenir à la fois leur engagement dans cette préparation du concours, leurs engagements personnels, professionnels, familiaux, conjugaux, j'en passe, et des meilleurs. Je sais que ça tangue et que vous paniquez parfois et que vous vous dites que c'est insurmontable et que vous êtes en retard sur les révisions, en retard sur le programme, etc. Ce n'est pas le cas. Tout ce que vous faites, c'est des points gagnés. Tout ce que vous faites, c'est des occasions gagnées de s'exprimer le mieux possible au concours. Et vous n'êtes pas en retard. 25% des lauréats s'y mettaient à peu près à ce moment de l'année sur ceux qu'on a interrogés l'année dernière. Voilà, merci pour vos commentaires. Question prépa pour finir, objectif CRPE. Alors évidemment, les coquelicots se taisent, mais lequel de ces cours n'est pas proposé aux élèves d'objectif CRPE? Comment gagner en efficacité dans son travail personnel? S'approprier les programmes, relaxation dynamique, mise en situation professionnelle du dossier écrit à la soutenance orale, ou bien, évidemment, la classification des erreurs orthographiques de Nina Katash. Alors, réponse C pour Wissem, relaxation dynamique, et j'ai le plaisir et l'honneur de te détromper, Wissem, parce que je suis convaincu que dans la préparation du concours, il y a des choses qui sont au moins aussi importantes que de savoir distinguer une dérivation d'une composition savante, ou même en fait beaucoup plus importantes. Et ce sont des compétences qu'on ne travaille ni en cours de français, ni en cours de maths, ni en cours de CSE, mais on essaye de travailler quand même, et notamment avec Pascal Bianic, qui nous fait l'amitié d'animer des séances de relaxation dynamique notamment et de coaching chaque mois pour accompagner nos élèves dans la dimension psychologique de leur préparation, parce que préparer un concours, c'est un job, c'est parfois compliqué et il faut savoir gérer son stress, son temps, sa motivation et c'est ce qu'on fait en relaxation dynamique avec Pascal. Le reste, comment gagner en efficacité dans son travail personnel, j'ai fait un cours là-dessus que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. On essaye de balayer un peu les fondamentaux de l'organisation du travail, s'approprier les programmes. C'est Brigitte cette année qui a donné ce cours pour vous aider à pénétrer dans cette matière parfois un peu aride et ô combien rémunératrice au concours qu'est la connaissance des programmes scolaires. La mise en situation professionnelle, c'est Patrick Grenassia qui vous explique comment passer du dossier écrit à la soutenance orale de votre dossier. Mais évidemment, réponse E, la classification des erreurs orthographiques de Nina Katash ne fait pas partie, Dieu merci, du curriculum des élèves d'objectif CRPE parce qu'on essaye de se concentrer sur les compétences vraiment utiles à la fois dans votre vie de PE et pour le concours, mais d'abord pour le concours parce qu'on est une prépa et que c'est notre premier job. Et que je sais que lorsque vous avez des questions de classification orthographique, déjà ça n'arrive plus quasiment, c'est-à-dire que c'est arrivé en 2014 lors de la réforme de l'épreuve, mais on n'a quasiment pas vu retomber de questions de classification d'erreurs d'orthographe depuis les tout premiers sujets. Et puis, si ça tombe, c'est une mauvaise idée a priori de se lancer dans une classification savante qui risquera d'être mal
malmenée, comme c'est le cas de la plupart des candidats, et de toute façon de ne pas être comprise par les correcteurs qui me l'ont confié. C'est mon cas, c'est leur cas. Personne ne connaît et n'est capable d'évaluer la conformité d'un relevé classement d'erreurs orthographiques avec celle de Nina Katash, qui est un truc de linguiste hyper compliqué. Et donc, si vous voulez réviser utile, il vaut mieux adopter des classifications simples, erreurs d'orthographe lexicale, erreurs d'orthographe grammaticale. Au sein des erreurs d'orthographe grammaticales, distinguer les erreurs d'accord, par exemple, les erreurs d'accord verbales, et erreurs d'accord du participe passé, par exemple. Bref, voilà, je passe, mais c'était la réponse E. Bravo alors. On continue, on a fini avec la partie 1, on va enchaîner sur une deuxième partie qui sera consacrée aux questions ouvertes. Première demi-heure, dites-moi un peu, on fait le bilan des points. Sandra, Laure, Wissem, Séverine, Anaïs, Maëva, Marina. Est-ce que, je pense pas que vous ayez compté aux points, moi non plus, on compte pas les points, on s'en fout complètement. Mais on est là pour jouer un petit peu avec le programme du CRPE. Et j'ai un jeu concours à vous présenter, gagner votre préparation au CRPE. Je crois que vous allez pouvoir participer dès ce soir à ce jeu pour gagner une préparation au CRPE. Ce sera notre cadeau de Noël, puisque les résultats seront publiés le 24 décembre et je pense que le lien vous a été communiqué dans le chat. 14 points pour Agnès, 13 points pour Anaïs, 55 chocolats pour Sandker et 9 points pour Marion. Bravo à tous. Et on continue avec une deuxième partie des questions ouvertes et une question de maths pour 1 point, deux nombres. 3651 et 9723 sont-ils ces deux nombres premiers entre eux? Et question ouverte, vous n'allez pas répondre seulement par oui ou par non, dites-moi oui ou non, mais essayez aussitôt de faire un effort d'explication dans le chat. Alors, est-ce que ces nombres sont des nombres, non pas des nombres premiers, mais des nombres premiers entre eux? Je crois qu'on peut dire aussi des nombres copremiers. Et Marion est la première à répondre, et elle me dit non, ils sont multiples de 3. Et Laura aussi, mais non, ils sont divisibles par 3. Agnès, non, ils sont divisibles par 3. Comment on sait qu'un nombre est divisible par 3? Laura, Marion, comment avez-vous fait pour aller aussi vite? Et là, je suis complètement honnête. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je ne sais pas quel est le truc. Et c'est là qu'on voit que quand même se préparer, ça veut dire connaître un certain nombre de trucs qui permettent de gagner du temps. Le plus petit, le plus grand commun dénominateur, nous dit Stéphanie, en disant le PGCD est de 3. C'est que la somme de leurs chiffres, me dit Marion, est un multiple de 3. Donc on va effectivement vérifier ça. Mais d'abord expliquer ce que sont deux nombres entiers entre eux. Deux nombres, premiers entre eux. Deux nombres peuvent être caractérisés de premiers entre eux ou de copremiers si leur plus grand diviseur commun est 1, c'est-à-dire s'ils ne sont divisibles tous les deux que par 1. Et donc si on trouve un autre chiffre par lequel ils sont divisibles l'un et l'autre, eh bien ils ne seront pas premiers entre eux. Et vous voyez que la réponse qu'a émise Anthony, qui est un petit peu différente, c'est que ces nombres sont divisibles par 9
Mais donc, s'ils sont divisibles par 9, ils sont aussi divisibles par 3. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je suis pas sûr. Là, vous voyez, je suis vraiment pas sur mon terrain. Vous pouvez me contrôler et me corriger en même temps dans le chat. Mais effectivement, l'astuce, en tout cas, c'est d'additionner les chiffres qui composent le nombre. 3 et 6 font 9 et 5. 14 et 4, 18, 1 plus 8, ça fait 9, c'est ça qu'on fait. Et même chose ici, 7 et 7, 14 et 1, 15 et 3, 18, 18, 18 qui est un multiple de 9. Ici, on avait aussi 18, je crois, qui est un multiple de 9, un multiple de 3 également. Et donc, vous avez la réponse. Il ne s'agit pas de nombres premiers entre eux. Merci Marion, Laure, Jérémy, Laetitia pour votre soutien moral dans ce moment difficile. Un peu de CSE maintenant, citer au moins 3 types d'évaluation. Oui, question de CSE, question de didactique, question de culture PE, on pourrait dire aussi. On a fait un live ou deux là-dessus dans la série des conversations pédagogiques que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer régulièrement avec notamment des auteurs de la maison Retz et notamment avec Daniel Haddad. On a eu l'occasion de parler récemment d'évaluation. Est-ce que vous pouvez me donner 3 adjectifs pour caractériser l'évaluation? Elle peut avoir plusieurs fonctions, elle peut avoir plusieurs modalités aussi. Et merci Anaïs, tu me donnes tout de suite les 3 principales fonctions de l'évaluation qui peut être... alors tu dis formative, formatrice et sommative. Non, formative et formatrice, c'est la même chose. Sommative, formative, oui. Évaluation positive, me dit Fantasia, en effet, c'est de ça qu'on parlait avec Daniel Haddad. Et Marion Royal nous donne les définitions, l'évaluation diagnostique, en effet, Marion, qui peut être effectuée en début de séquence pour voir un peu où en sont les élèves. Très utile, l'évaluation diagnostique, pour savoir d'où on part et quels sont les besoins. L'évaluation sommative, au contraire, elle a lieu plutôt à la fin d'un cycle, enfin pas d'un cycle, à la fin d'une séquence ou d'une série pédagogique. On va pouvoir faire une évaluation sommative pour savoir ce qui a été compris, ce qui a été retenu. Le CRPE, par exemple, c'est plutôt une évaluation sommative, c'est-à-dire qu'on essaie de faire le bilan de ce que vous avez acquis en 20, 30, 40, 50 ans d'apprentissage et qui vous permet de vous présenter à ce concours. Et puis, l'évaluation formative, elle peut avoir lieu un peu à n'importe quel moment, mais elle a un but pédagogique, elle a pour but de faire progresser. Et l'exemple que je pourrais en donner, c'est l'évaluation d'une copie de concours blanc, par exemple, tel qu'on l'a fait chez Objectif CRPE avec la vidéocorrection. Clairement, c'est une évaluation qui a un but un peu diagnostique, un peu sommatif, mais principalement formatif, puisque le but est de pointer les axes d'amélioration possibles, de motiver et d'être aussi précis que possible dans le feedback qu'on peut vous donner sur vos copies. L'évaluation par contrat de confiance, c'est l'idée, mais qui est présente aussi dans l'évaluation positive. C'est l'idée qu'il faut présenter avant l'évaluation quels sont les objectifs d'apprentissage, quelles sont les notions à connaître avant le contrôle. Là, je dois dire que chez Objectif CRPE, je dois dire qu'on ne la pratique pas et que jusqu'à présent, nous ne donnons pas d'indication de révision avant les concours blancs. On s'est souvent posé la question et on continue de se la poser. Peut-être qu'on le fera un jour, mais pour l'instant, on pense qu'il ne faut pas le faire parce que au concours, le jour J, vous aurez des choses
qui seront connus, archi connus, vus à l'entraînement et sur lesquels vous avez déroulé. D'autres qui seront peut-être un peu plus inattendus. Et c'est une bonne chose de se confronter aussi à l'imprévu, à l'absence de maîtrise, à ce qu'on ne contrôle pas, et de s'exprimer quand même et de prendre des points quand même, parce que vous êtes tous pareils et que vous avez tous des zones de non-maîtrise. Et il faut se décomplexer par rapport à ça. On continue un peu. Est-ce que vous avez encore un petit peu de pêche, un petit peu de jus? Moi, je vais actionner la sonnette magique que vous voyez là, qui va me permettre de peut-être obtenir une petite dose de caféine pour... oui, Jordan, mon ami, est-ce que tu me servirais un petit café, un dernier? Mais il nous reste une partie et demie à faire et une question de stylistique. Une question de stylistique, question de rapidité. Attention, figure de style, trope, procédé d'écriture, quel que soit son nom dans la question, vous devez savoir les identifier et les commenter. Quelle figure de style dans ces deux vers de Victor Hugo? Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Alors, un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Une assonance, me dit Lucile. Je suis en train, au passage, de prendre une leçon sur l'évaluation. Donc, on va en reparler juste après. Merci, Oriana, de ton commentaire qui m'intéresse beaucoup. On y revient dans un instant, mais l'assonance, l'allitération, en tout cas, vous êtes quelques-uns, Stéphanie, Agnès, Sandker, à avoir senti que ça se passait au niveau des sonorités. L'assonance et l'allitération sont deux procédés stylistiques qui parlent de la qualité musicale de la phrase. Et en particulier, pour l'assonance, donnez-moi peut-être la définition de l'assonance et de l'allitération. Je la vois en fait. Stéphanie me dit allitération en F. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Je les ai pas comptés, mais vous avez aussi, est-ce que vous ne voyez pas, alors une assonance en quoi? Il faudrait le dire, parce que quand on parle d'assonance ou d'allitération, on va toujours préciser la sonorité qui revient, parce que les deux désignent une répétition, la répétition d'une sonorité qui peut être consonantique, si c'est une consonne qui est répétée, c'est le cas de l'allitération et ici de la répétition du son F, un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, mais vous avez aussi probablement une deuxième allitération. L'assonance, elle, c'est une répétition de son vocalique, c'est-à-dire de voyelle. Et est-ce que vous avez une assonance, un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, éventuellement une rime interne en « est », un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. C'est vrai qu'avec les terminaisons de l'imparfait, avec l'adjectif frais, avec le déterminant les, avec ici la préposition de fusionnée avec un article défini, on a cette répétition du son « est » qui est un son vocalique et pas consonantique, et donc qu'on peut parler d'assonance. On serait même, si on voulait être absolument parfait, bien inspiré de l'écrire en alphabet phonétique, mais je ne saurais pas le faire personnellement, donc je l'attends pas de vous. Assonance et allitération, allitération en F et aussi en L, parce que vous avez l'asphodèle, vous avez les souffles de la nuit flottaient sur Galgala, et donc on se régale de liquide dans ces deux vers de Victor Hugo. Évidemment, ça suffirait pas au concours de reconnaître le mot allitération ou de placer le mot allitération, le mot assonance. Il faudrait essayer d'exprimer, c'est
pas très évident à faire honnêtement sur ces figures de style qui sont des figures de style qui parlent de la musicalité de la poésie, parce que on peut se lancer dans une interprétation qui va dire que justement les liquides et les est-ce que c'est des vibrantes ou des soufflantes, je m'y connais pas trop en vocabulaire technique de la phonétique, mais le son F et le son L, est-ce que leur répétition nous place dans une atmosphère parfumée? Est-ce que on ressent mieux le vent, les souffles de la nuit qui flottent quand on entend ces bah, c'est ce que peut nous dire l'analyse stylistique, et il faut aller jusque-là, je crois, jusqu'à dire effectivement que l'allitération en F et en L, alliée à l'assonance en E, installe une atmosphère nocturne et place l'auditeur de ce poème dans un décor où le vent souffle. Le vent souffle, et dans le verbe souffler, vous entendez le son F et le son L. Est-ce que ce sont des associations d'idées qui se font? Moi, je crois que oui, effectivement, dans la poésie, que je crois que tout ça n'est pas du hasard. C'est pas du hasard, c'est du génie. C'est du génie. On continue avec une question de CSE pour 2 points, une question de sigle. Allez-y, donnez-moi la signification de ces sigles IMF. LSU, le RAZ, le RRS, là encore, c'est une question un peu vislarde, et c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est pas ce qu'il y a de plus décisif dans la réussite du concours, hein, je vous rassure tout de suite que de connaître la signification exacte de ces termes, mais par exemple, moi, là-dedans, il y en a au moins un dont je suis sûr de pouvoir donner la signification exacte, c'est le LSU. Si vous ne connaissez pas le LSU et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est une lacune qui pourrait vous être préjudiciable au concours. Et puis les autres, il y en a certains en tout cas qui me sont très familiers, et je saurais dire à peu près ce que ça désigne, et c'est ça qu'on attend de vous. C'est paradoxal parce que vous ne faites pas encore partie de l'institution, à des exceptions très notables près, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà un pied dans l'institution scolaire. Mais si vous ne faites pas partie de l'institution, eh bien, le concours tel qu'il est fait aujourd'hui exige de vous quand même que vous vous soyez informés et que vous ayez une connaissance de ce système éducatif. Et notamment des institutions qui le composent. Alors, merci Agnès pour qui nous donne le RAZ, Réseau d'aide spécialisée de l'éducation nationale. En tout cas, ça me paraît tout à fait crédible. Aide spécialisée, je le mettrais plutôt au pluriel, et spécialisée pas ER, mais ça c'est une autre question, Alicia. On y reviendra. Donc vous avez le RAZ, le LSU, c'est pas la langue des signes, Agnès. La langue des signes universelle, mais bien tenté. Le LSU, c'est en effet, Anaïs, le livret scolaire, non pas universel d'ailleurs, on n'y est pas tout à fait. Au revoir Lucille, force et honneur au coquelicot et à tous. Il vous en manque quelques-uns quand même. Allez, le pouvoir du groupe, du collectif, j'y crois. Est-ce que quelqu'un peut me donner le RRS, par exemple? Est-ce que quelqu'un... oui, livret scolaire. Non, 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 je ne crois pas que ce soit universel. Le RAZ, vous l'avez. Le RAZ, on y fait appel quand on a un élève handicapé ou qui, en tout cas, justifie qu'on fasse appel à ce réseau d'aide spécialisé avec des professionnels du handicap. On va vérifier ça, parce que les sigles, vous n'y êtes pas plus que moi, et je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est pas clé. Mais l'IMF, c'était l'instituteur maître formateur, un statut mal connu d'éducation nationale, mais très important, les IMF, les maîtres formateurs. Vous connaissez mieux peut-être les inspecteurs de l'éducation nationale ou les conseillers pédagogiques, mais les IMF font partie de ces enseignants qui peuvent contribuer à la formation des nouveaux maîtres. Leur particularité, c'est qu'ils sont eux-mêmes enseignants, ils ont gardé une classe, et c'est pas le moindre des intérêts de leur statut. Le LSU, c'est le livret scolaire unique et non universel. Aujourd'hui, en cours de dématérialisation.
Le RAZ, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, je ne sais pas si c'est exactement ce qui était sorti, et le RRS pour le réseau de réussite scolaire. Vous connaissez la ZEP, qui ne s'appelle plus la ZEP d'ailleurs, vous connaissez les établissements classés REP ou REP+, mais RRS, ça va être une autre désignation d'un secteur géographique incluant le primaire et le secondaire. Bon, là-dessus, Google est notre ami et le fichage, l'apprentissage, la contextualisation aussi pour que tout ça prenne un sens, la mobilisation dans des contextes d'études de dossiers, de CSE, de sujets d'oral, etc. Et vous y arriverez très bien, je suis sûr, lorsque vous vous présenterez à l'oral du CRPE 2020 ou peut-être 2021 pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore inscrits au CRPE ou inscrits à l'édition N+1, l'édition 2021. Combien d'inscrits, justement, au CRPE 2020? Je parle ici des stades de 2020, puisqu'on les a, les inscriptions sont closes. Combien y a-t-il de candidats à ce concours? Question à 3 points. Les 3 points n'iront qu'à celui qui nous donnera l'estimation la plus proche du nombre d'inscrits. Hein, je précise bien nombre d'inscrits. Nombre de candidats uniques inscrits au CRPE. Il faudrait mettre à UX, il faudrait le mettre au pluriel puisqu'il existe plusieurs concours, premier, deuxième, troisième, interne, externe, plusieurs académies. Il y a en fait une multitude de concours régionaux qui sont passés. Mais si on additionne le public, le privé, toutes les académies, tous les types de concours, combien de candidats différents, candidats déclarés, obtenons-nous? Alors, 29 000, nous dit Sandker, première à s'exprimer sur un pronostic. Non, 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 Maëva, ce ne sont pas les places. Là, c'est le nombre de candidats, 100 000 inscrits. Nous dit Sam, 100 000 inscrits, c'est effectivement toi, Sam, qui va gagner les 3 points, puisqu'il y a 103 000 inscrits au concours cette année, 103 000 qui se répartissent, comme vous le voyez, avec une large majorité d'entre eux qui sont candidats dans le public. Et ce chiffre de 100 000 candidats peut faire peur quand on le connaît. Et par conséquent, ce n'était pas l'objectif de vous effrayer, mais au contraire de vous dire que ce chiffre est à minorer très largement, puisque sur les 6 000 candidats que comptait le CRPE 2019, et vous voyez au passage qu'on a perdu quelques milliers de candidats cette année, ce qui est malheureux, mais sur les 106 000 candidats officiels de l'année dernière, il n'y avait que 41 000 présents, ce qui signifie en fait que les 106 000 inscrits n'étaient pas des inscrits uniques, n'étaient pas des candidats uniques, et qu'ils avaient fait des inscriptions multiples dans plusieurs académies. Donc, toujours se dire que le nombre de candidats présents le jour J sera largement inférieur au nombre affiché d'inscrits et que vous avez toutes vos chances en participant à ce concours. En revanche, si vous vous dégonflez parce qu'il y a 100 000 inscrits, là, vous n'avez, je vous le dis clairement, aucune chance de réussir ce concours. Donc oui, beaucoup de gens qui ne vont finalement pas se présenter, beaucoup de gens qui ont fait des inscriptions multiples dans plusieurs académies et qui ne pourront se rendre évidemment que dans une académie. Et tous les candidats, absolument tous les candidats qui ont réussi le concours ont en commun de ne jamais s'être découragés au cours de la préparation, de ne pas s'être dégonflés, d'avoir tenu leur objectif et de s'être présentés le jour J aux épreuves écrites,
d'avoir été déclaré admissible, de s'être ensuite présenté aux épreuves orales, d'avoir été déclaré admis. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Question de français pour un point relevé. Expliquez l'erreur d'orthographe ou de grammaire ou d'orthographe grammaticale dans ce tweet de l'Élysée qui commence à dater. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a des erreurs pareilles dans la communication de l'Élysée. Je crois qu'il est de 2015. Mais 2015, si vous vous souvenez bien, c'est l'année qui succède immédiatement à la loi de 2004 ah ben non, c'est 11 ans après. C'est 11 ans après la loi de 2004 sur la laïcité. Mais en fait, on en parle tout le temps. On en a parlé à nouveau très récemment et c'est un des grands thèmes du concours, forcément, la laïcité. Et définition proposée gentiment par l'Élysée. Vous m'expliquez, s'il vous plaît, en 5 mots, l'erreur, parce que vous avez bien tous vu ce sont avec un C, évidemment, pas avec un S, mais si vous deviez caractériser l'erreur qui est faite ici par l'enfant ou par le community manager de l'Élysée. Alors ça va venir. La laïcité, ce sont des règles de droit qui consistent à protéger ce qui nous est commun, mais aussi ce qui nous est singulier. Pas terrible cette définition, je pense que vous pouvez faire mieux. Allez, essayez s'il vous plaît, donnez-moi une meilleure définition de la laïcité dans le chat, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous avez en tête et ce qu'on peut faire avec l'intelligence collective. Mais donc effectivement, la laïcité, ce sont des règles de droit, SE, ça craint un petit peu, c'est une confusion. Alors, oui, en effet, Marion, entre le pronom démonstratif CE qu'on attend et le article démonstratif, tu dis, Laure, ouais, c'est pas mal du tout. Déterminant démonstratif, ce serait peut-être encore mieux. Ah non, attends, qu'est-ce qu'on raconte là? Non, ce CE peut être déterminant démonstratif, mais si je dis ce café ou ce studio, le mot ce placé devant un nom, eh bien un déterminant, et il appartient à cette sous-catégorie de la classe du déterminant, quel déterminant démonstratif, celle qui permet de désigner ce studio-là où je suis là, studio 2 d'objectif CRP. Donc il y a le ce déterminant démonstratif, il y a le ce pronom. Ici, hein, ce sont des règles, le ce est placé devant un verbe, c'est un bon indice que c'est plus un pronom, mais est-ce que c'est le pronom personnel réfléchi SE, celui qu'il y a dans le président de la République se lave tous les matins sous la douche, ou est-ce que c'est le pronom démonstratif ce sont qui sert dans la construction du présentatif, structure présentative, hein, le verbe être, c'est pas n'importe quel verbe qui est après le pronom, c'est, ce sont, c'est une structure présentative. Donc, il y a Nina Katash qui vient de débarquer avec, pour Justine, une erreur logogrammique, grammaticale. Donc, désolé Justine, je suis incapable de répondre et de me prononcer sur la validité de ta réponse, conférer ce que j'ai dit plus haut. Et j'ai pas tellement de propositions, de définition de la laïcité, une règle de droit, oui, mais bon... Non. Un ensemble de règles. On peut essayer d'être un peu plus précis, non? Allez, je vous laisse un peu mariner. Et on continue. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, je regarde le timing parce que j'ai promis à tout le monde, à ma femme, à ma nounou, à Anthony, à Margot, et je vous promets à vous aussi ce soir, chers élèves d'Objectif CRPE, chers non-élèves d'Objectif CRPE, mais amis du concours et du CRPE, il est 19h58, heure de Paris, et cela fait maintenant près d'1 heure que nous sommes ensemble, mais il nous reste
plusieurs questions à voir ensemble. Il nous reste quelques questions de type questions ouvertes. Il nous reste 3 questions de type je suis pour la 3e partie de ce jeu. Dites-moi que vous avez encore un petit peu d'énergie. Moi, je vais reprendre un dernier café pour cette dernière demi-heure. Et nous allons enchaîner avec une question. Une question de quoi? On a fait l'asphodèle, hein, c'était magnifique. Je peux avoir un dernier café, Jordan? Ah oui, oui, bien sûr, ça peut attendre. On a fait les sigles IMF, l'Institut Maître Formateur, le RAZ, le RRS. On a vu qu'il y avait 100 000 inscrits, mais qu'il y aura peut-être 40 000 présents et que parmi ces 40 000 présents, vous serez là, vous serez fidèle à votre vocation, fidèle à votre objectif, sauf si c'est justement que vous n'avez pas, que vous ne pensez pas que c'est un vrai projet, une vocation, un objectif raisonnable pour vous de devenir professeur des écoles, auquel cas, évidemment, vous avez le droit de ne pas vous présenter le jour J, de changer d'avis, de changer de projet. Mais si vous y croyez, soyez présents. Et une question de mathématiques, une question à 2 points, le prix de l'électricité augmente de 3% par an pendant 9 ans. 3% par an pendant 9 ans, combien on prend d'augmentation au final sur les 9 années? Dites-moi, s'il vous plaît. Ah, est-ce que vous avez une calculatrice? Est-ce que vous pourrez, le jour J, avoir une calculatrice? Il vaut mieux. Ah, Oriana précise un peu notre définition de la laïcité. Merci, c'est pas un ensemble de règles, c'est un savoir-vivre. Le respect de la liberté de culte, mais pas au sein d'un service public, notamment pour les agents du service public. Là, on entre un petit peu dans le détail. Merci aussi à Joël et Sandker qui se préoccupent de ma santé. C'est vrai que je bois un peu trop de café, mais que voulez-vous? Alors, Maëva n'a pas sa calculatrice. Donc oui, ça va être compliqué sans calculatrice. Oriana nous confirme que les prix de l'électricité vont continuer à augmenter. On est mal. Marion nous dit 1,03 puissance 9. Et c'est en effet la bonne réponse, celle que peut vous donner, non pas, enfin je pense que c'est plus rapide de la poser à la calculatrice que de la calculer, mais ça doit être tout à fait possible aussi de calculer, et peut-être que Louis me taperait sur les doigts pour avoir dit ça. En tout cas, l'erreur à ne pas faire ici, c'est de multiplier par 9 le 3% ou le fois 1,03, il faut le mettre à la puissance de 9, parce que si je prends 3% d'augmentation en année 1, ben je prends mes 100 euros par exemple, je les multiplie par 1,03 pour obtenir mes 103 euros. Mais si je reprends 3% d'augmentation en année 2, je vais prendre 3% d'augmentation sur 103 euros, pas sur les 100 euros que me coûtait mon électricité en année 1. Et donc, c'est pour ça que le calcul est un peu plus compliqué et qu'il peut être aidé par une calculatrice. Deuxième petit problème de calcul, toujours pour se dynamiser un petit peu, parce que là, on est vraiment sur une question de rapidité. Dans une classe de 34 élèves, j'ai 18 élèves qui ont choisi l'espagnol et 12 élèves qui apprennent l'italien. D'accord, 34 élèves en tout. 18 élèves ont choisi l'espagnol, 12 élèves apprennent l'italien, sachant que seulement 6 élèves apprennent les 2 langues. D'accord, donc il y a des élèves qui apprennent les 2, mais combien d'élèves de la classe n'apprennent ni l'espagnol ni l'italien? Je comprends qu'on est dans un établissement qui a de gros objectifs pédagogiques sur les langues vivantes, parce que tout le monde fait une LV3. Ouais, tout le monde, non.
18 et 12, ah, et puis je sais même pas s'il n'y a pas des doublons là-dedans. Pardon, hein, je vous embrouille, ça doit être très difficile de répondre. Vous avez le droit de prendre du brouillon et de me mettre sur silencieux, hein. Franchement, parce que là, je suis conscient que je vous facilite pas la tâche en bavardant. Alors, Marina nous dit qu'on prend 30% d'augmentation sur les prix de l'électricité. Ça, c'était la question d'avant, mais Marine pense qu'il y en a 4. Caroline pense qu'il y en a 10. Marion pense qu'il y en a 16. Agnès pense qu'il y en a 4. Là, franchement, je pense que le conseil que je vous ai donné quand je parlais du brouillon était un bon conseil. Hein, parce que c'est plus facile, je pense, de faire un petit dessin. Heureusement, je n'ai pas de tableau parce que ce soir, le studio a revêtu son habit de lumière. Oh! J'ai oublié, d'ailleurs, j'ai oublié d'utiliser les magnifiques jingles sonores que j'avais. On va les faire pour celui-ci. Quelqu'un me donne la bonne réponse. On fera une ovation pour cette bonne réponse. Rappelez-le-moi si j'oublie, ce serait vraiment dommage que vous échappiez à ces magnifiques jingles. Donc on a quand même plusieurs réponses qui nous donnent 4 élèves et c'était pas la bonne réponse, c'était 10. Et c'est pour Caroline qu'on va écouter cette ovation. Bravo! Bravo Caroline, tu es magnifique, extraordinaire. Tu as répondu 10, je ne sais pas si tu as pris un brouillon, je ne sais pas comment tu as raisonné. Manon aussi avait la bonne réponse, Laura aussi. Et Laura, elle nous explique qu'elle a utilisé la méthode des diagrammes de veines, sans doute pour voir s'il n'y avait pas des intersections entre ces deux ensembles. Enfin, je ne sais pas, pardon, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'Anto, il nous a donné une petite explication? Oui, Anto est merveilleux, il pense à tout. On avait 18 élèves qui avaient pris l'espagnol, 12 élèves qui prennent l'italien, donc 24 élèves qui apprennent l'espagnol ou l'italien. C'est un « ou » qui n'est pas exclusif. On peut apprendre à la fois l'espagnol et l'italien. Ah oui, mais si on fait moins 6, pardon. Ouais, c'est ça. 18 et 12. 18 et 12, on a les gens qui font espagnol, italien ou espagnol et italien. Pardon, je peux pas dessiner les diagrammes là, mais vous les voyez, il y a des gens qui sont à l'intersection, qui font à la fois espagnol et italien. Donc si on enlève les 6 qui font à la fois espagnol et italien, qui sont au milieu de l'intersection là, hein, vous les voyez, eh bien on obtient 24 élèves qui apprennent soit l'espagnol, soit l'italien. D'accord, c'est vraiment galère de pas avoir de tableau vert. Et donc, 10 élèves qui n'apprennent ni l'un ni l'autre, qui sont ailleurs, ils sont là, d'accord, ou bien ils sont là. Voilà, ils sont ni en italien, ni en espagnol. J'espère que vous m'avez à peu près suivi dans mon délire. Merci à Sandker. Oui, effectivement, Louis doit expliquer ça quelque part. Sinon, vous demanderez diagramme de veine à Google. Une petite question de grammaire. Est-ce que vous êtes chaud pour une question de grammaire? Combien de prépositions dans la phrase suivante? Attention, question de décompte grammatical. Aujourd'hui que les circonstances permettent que le problème soit exposé dans ses détails et résolu en toute certitude, on dirait un article du Code civil ou une délibération de tribunal, c'est terrible. Et pourtant, c'est l'un de mes écrivains préférés, c'est un immense génie de la langue française et de l'atmosphère romanesque, donc on reprend avec respect. Aujourd'hui que les circonstances... Et on cherche des prépositions. Attention, j'ai bien dit des prépositions, pas des propositions. Aujourd'hui que les circonstances permettent que le problème soit exposé dans ses détails et résolu en toute certitude, hâtons-nous de rendre à César ce qui est dû à César et d'attribuer les méfaits de Jim Barnett à celui qui les commis, c'est-à-dire à l'incorrigible Arsène Lupin, écrivait Maurice Leblanc dans l'un des meilleurs Lupins, l'agence Barnett et compagnie, qui est une série de nouvelles que vous pouvez faire lire à vos enfants à partir de l'âge de peut-être 8 ou 10 ans. Alors, faut les compter là. Faut les compter. Agnès en a repéré 5.
aujourd'hui que les circonstances permettent que, que, ça va être, que ça peut, que ça peut être plein de trucs, hein. Mais est-ce que ça peut être une préposition? Non, je crois pas. Que peut être, classiquement, il est conjonction de subordination ou pronom relatif. Hein, les, alors est-ce que ça peut être une préposition? On pourrait dire, bah oui, parce que les, c'est en préposition d'un groupe nominal. Mais non, attention, il fait partie du groupe nominal. Il n'est pas il n'est pas avant le groupe nominal. C'est le début du groupe nominal parce que devant un nom, il faut un déterminant. L'article défini les fait partie de la classe grammaticale des déterminants. Permettre que le problème, donc à nouveau, attendez, on va mettre un petit curseur là parce que voilà, ça c'est quoi? Donc voilà un que par exemple conjonction de subordination. Voici ici un déterminant, article défini, soit exposé dans ces détails. J'en compte un. Ça c'est, vous voyez ici le groupe nominal, et là en préposition, ce petit mot qui permet de dire qu'on se situe dans un rapport spatial par rapport à ces détails. Soit exposé dans ces détails, et non, et c'est pas une préposition, c'est un outil de coordination. C'est une conjonction de coordination. Elle établit entre ce qui vient avant et ce qui vient après un rapport d'égalité, contrairement au subordonnant, qu'est le mot que, qui est ici, d'accord? Donc, est résolu en toute certitude, en voilà une deuxième préposition, en toutes, c'est pas là, ça ressemble plutôt à un déterminant du mot certitude. Hâtons-nous, nous, j'ai un pronom personnel, de, voilà une troisième préposition, de rendre à César, de et à, voilà, on a les deux prépositions les plus classiques, hein, les plus courantes, et je suis à 4. Ce qui est dû à, vous repérez au passage l'accent circonflexe sur le dû qui permet de distinguer le participe passé du verbe devoir. J'ai dû aller à pied à cause des grèves, ou bien on va le distinguer du partitif, du pain, du vin, du boursin, etc. L'article partitif qui lui ne prend pas d'accent. À César, j'en compte 5. Et d'attribuer, j'en compte 6. Les méfaits de Jim Barnett, j'en compte 7. À celui, j'en compte 8. À celui qui les commis. Le qui ici, c'est un pronom relatif. En fait, on a celui qui va former une grande structure pronominale ici. C'est-à-dire, là-dedans, il y a un A accent circonflexe qui ne peut être que une préposition, même s'il fait partie d'un mot ici, le mot c'est-à-dire, qui est un mot composé notamment d'une préposition, à l'incorrigible Arsène Lupin. Voilà la 10e proposition. Donc Maëva, tu y étais presque. Je pense que tu as oublié le c'est-à-dire, par exemple, et on pourrait tout à fait l'exclure au motif qu'elle n'existe plus, la préposition, elle s'est fondue dans ce nom, qu'est-ce que c'est que c'est-à-dire, à quelle classe grammaticale ça appartient, c'est-à-dire, est-ce qu'elle formerait elle-même une nouvelle préposition? Oh là là, ce serait fou. Et dans ce cas, je serais dans l'erreur et j'aurais oublié une 11e préposition qui serait la préposition c'est-à-dire. Et à vrai dire, en réfléchissant, je me dis, bah oui, parce que qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je vois pas bien, et c'est-à-dire, on pourrait la substituer à comme Arsène Lupin, par exemple, qui est une... écoutez, je crois que j'ai oublié, c'est-à-dire, qui constituerait donc la 11e préposition de cette phrase de Maurice Leblanc. On vérifiera ça, j'essaierai de vérifier ce que je viens de vous dire sur c'est-à-dire. Alors, une petite question CSE. Pour un point, compléter cette série. L'école normale, l'IUFM, j'ai connu le glorieux temps de l'IUFM, l'ESP, et désormais, comment s'appellent désormais les écoles de maîtres, les instituts de formation des maîtres qui sont ou seront peut-être de moins en moins universitaires. On a perdu le U de l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, quand on est passé à l'ESP, mais l'ESP était une institution qui était restée
très universitaire. Est-ce que ce sera le cas aussi de Linspe, Stéphanie, Justine, Elodie, bravo. L'avenir nous le dira. Donc, voilà, depuis 2019, on a rebaptisé les SP. Le nom change. Est-ce que la réalité va changer? Encore une fois, c'est vraiment en train de se passer. Donc, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Mais il n'y avait pas grand-chose de très précis pour l'instant là-dessus dans la loi. Question de programme, question pour 3 points. Et là, j'en appelle à votre connaissance, peut-être pas encore irréprochable des programmes, mais de toute façon, ça tombe bien, on ne vous demande pas d'être irréprochable et aucun candidat ne le sera. Donc, l'idée n'est pas de connaître les programmes par cœur, mais savoir citer les 5 domaines d'apprentissage de la maternelle, les 5 principaux domaines d'apprentissage. Ça, c'est une bonne idée d'investir dans l'apprentissage de cette ritournelle. Et il faut que ce soit autre chose qu'une série d'assonances ou d'allitérations. Il faut que ces mots veuillent dire quelque chose pour vous. Il faut évidemment lire les programmes sans pénétrer. Il faut évidemment les mobiliser dans des contextes variés pour se familiariser avec, non seulement avec les mots, mais avec le sens de ces mots. Mais on y va. On y va. Stéphanie nous dit explorer le monde. Alicia nous dit mobiliser le langage. Et Honorine précise mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Honorine nous donne agir, s'exprimer, comprendre. Et c'est bien d'avoir des mots-clés dans l'apprentissage de la ritournelle des programmes. Vous avez intérêt à fonctionner par moyens mnémotechniques. Vous avez intérêt à apprendre non pas les programmes par cœur, mais les grandes entrées des programmes par cœur. Là, oui, j'y crois à fond et on le fait comme on apprend une poésie, littéralement. Marion, manifestement, a bien bossé, qui nous propose explorer le monde, agir, comprendre, s'exprimer à travers les activités artistiques, agir, comprendre, s'exprimer à travers les activités physiques, acquérir les premiers éléments pour construire sa pensée et mobiliser le langage dans toutes les dimensions. Vous voyez qu'on est ici, Marion, je t'en félicite, et c'est le cas aussi d'Alicia, c'est le cas aussi d'Oriana, de Laetitia. Vous avez bossé, je vous en félicite. Vous connaissez les 5 domaines d'apprentissage du programme de maternelle et c'est extrêmement satisfaisant et encourageant de voir que vous êtes capable de restituer avec une telle précision le contenu des programmes. Je vous rappelle que vous pouvez participer à ce jeu concours qui permettra à l'un ou l'une d'entre vous de gagner une préparation le 24 décembre. Et nous passons à la partie 3. Je suis. La partie décisive, c'est le super jackpot, c'est le bonus. Et attention les yeux, j'ai des petites fiches questions pour un PE et je remercie Anthony et son sens légendaire du détail de ces petites fiches. J'en ai beaucoup plus que je n'ai de questions en réalité, mais j'ai 3 questions à vous poser. 3 questions et peut-être une 4e en super jackpot bonus final si je ne suis pas trop en retard et que je peux honorer mon engagement de libérer tout le monde à 20h30. Est-ce que vous êtes encore avec moi pour ces 3 questions finales? Jingle! Oui, merci. On va faire il fallait me le rappeler parce que j'ai aussi regardé. J'ai un jingle. Bonne réponse que j'ai oublié de vous donner, mais je le donne maintenant et il vaut pour toutes les bonnes réponses que vous avez faites. Et nous sommes ici aussi pour célébrer les mauvaises réponses, les erreurs qui sont si importantes dans l'apprentissage et si importantes dans le cadre d'une préparation au concours. Donc à nouveau, bravo pour vos... Et bravo aussi pour vos
J'aurais utilisé les jingles. Dieu merci. Barbara et Fatima sont encore là. Laetitia, encore un peu d'énergie. Oriana en redemande. Eh bien, c'est parfait. Concentrez-vous, mettez-vous dans les starting blocks car nous avons 3 questions. Une première question, attention, un indice qui s'affiche à l'écran. Un indice pour vous en exclusivité mondiale ce soir. Si vous me regardez en direct sur Objectif CRPE, un indice s'affiche. Et c'est parti. Concept clé de la didactique, issu de la théorie de l'américain Jérôme Brunner. Et là, les plus réactifs d'entre vous lâchent peut-être leur réponse. Issu de la théorie de l'américain Jérôme Brunner est lié au concept de zone proximale de développement. Je me définis comme, attention, là aussi, ritournelle à connaître par cœur l'ensemble des interactions d'assistance de l'adulte, permettant à l'enfant d'apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu'il ne savait pas résoudre. Au départ, apprendre à l'enfant à résoudre seul un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre au départ, c'est la définition de ce concept. Ce concept qui correspond à 6 fonctions principales, qu'elles aussi, on peut apprendre par cœur: l'enrôlement, la réduction des degrés de liberté. Qu'est-ce que je fais depuis le début d'autre que de réduire vos degrés de liberté, car je suis absolument fasciste et dictatorial. Quoi d'autre? Le maintien de l'orientation. Et là, c'est le PowerPoint qui m'aide. Sur le maintien de l'orientation, la signalisation des caractéristiques dominantes, le contrôle de la frustration, la démonstration, je vois qu'il y en a qui l'ont, ou la présentation des modèles de solutions. La présentation des modèles de solutions, je vais essayer de le faire un peu, mais il faut s'appuyer sur ce que présentent les élèves comme solutions pour essayer de les reformuler, de les styliser et de tirer ça vers un modèle de résolution. Je suis aussi. Ça, vous le saviez peut-être pas, parce que moi, je l'ignorais en tout cas, mais j'ai découvert que c'était aussi un concept utile en psychanalyse, puisqu'il désigne chez les Freudiens l'un des 3 caractères de la sexualité infantile. Je suis l'étayage. Bravo, Caroline, Mélanie, Marion, Honorine, Manon, Tiffany, Jérémy, et je crois que c'est... Ah non, Jamie Mila, j'ai cru que c'était un garçon, ça m'aurait fait plaisir que ce soit un garçon, mais ça me fait très plaisir aussi que ce soit toi. Jamie, bravo pour l'étayage. C'était une bonne réponse. On y va? Ouh là là, on me donne avec une orthographe douteuse le nom... l'auteur de la zone proximale de développement. Mais on enchaîne, pardon, je n'ai que des fiches vierges, que du bluff de l'esbrouf préparé avec amour et talent par Anthony. On y va pour un deuxième quiz avec un indice très vague qui s'affiche tout de suite pour vous à l'écran. Est-ce que vous êtes prêts? 3 points sont à gagner sur cette deuxième question. Merci Alicia d'avoir corrigé toi-même l'orthographe de Vygotsky. Ah, Vygotsky avec un Y ou avec un I, tu vois, je ne saurais pas le dire. C'est pour ça que je me suis bien abstenu. Il faudrait vérifier ça. Maintenant, je suis désolé, on va pas pouvoir continuer tant qu'on n'aura pas vérifié si c'était un I ou un Y. Si quelqu'un veut bien se dévouer pour vérifier ça sur Google, ça me ferait plaisir de le savoir. Et en attendant, je vous donne, messieurs, dames, la deuxième question. Je suis. Trouble du langage qui peut apparaître à l'école. Je concerne environ 6% des enfants, filles comme garçons, dont 20% de dyslexiques. Et donc, je ne suis pas la dyslexie. Je me traduis chez les enfants de plusieurs façons. Une défaillance logique, une absence de la notion de quantité, un retard dans l'apprentissage des opérations, ou encore une déficience au niveau spatial. Une remédiation possible concerne, mais je pense que vous l'avez sur les... Ah, on me parle de dyspraxie, enfin on me parle de dyspraxie, mais moi je connais la dyspraxie.
On me donne un préfixe fort intéressant qui commence par DYS, et là, c'est un Y comme dans Vygotsky avec un Y. Merci Joël d'être allé vérifier. Ah non, vie, après le... oh là là, on va pas s'en sortir de l'orthographe de Vygotsky. C'est pour ça qu'il faut jamais citer de nom d'auteur en didactique. Contentez-vous d'apprendre par cœur la définition. Hein, je vous rappelle, l'étayage, par exemple, c'est ce qui caractérise l'attitude du maître lorsqu'il emploie des trucs et astuces qui visent à permettre à l'enfant de savoir faire tout seul un truc qu'il était incapable de faire sans l'intervention du maître. Alors, est-ce que cette petite digression vous a donné le temps de trouver la bonne réponse? Oui, les 3 points vont à Laura qui me donne avec l'orthographe correcte et à Kelly. On va donner 1,5 point à Kelly sur l'orthographe parce que ça peut vous coûter cher, évidemment, au concours. L'orthographe, je vous rappelle que vous avez 5 points, au moins 5 points qui sont officiellement dédiés notamment à la question orthographique. Et en tout cas, c'était la dyscalculie. Donc là, on va pour le coup bien mettre le Y au bon endroit, c'est-à-dire après le D. Et bien restituer l'orthographe du suffixe IE, qui est un suffixe nominal qui permet d'entrer dans la dérivation qui a donné naissance à ce mot dyscalculie. Vous connaissez d'autres mots formés à partir du même préfixe, c'est la série des troubles 10, la dyslexie, qui est le trouble des apprentissages de la langue écrite, la dysphasie, trouble durable de l'apprentissage et du développement du langage oral, la dyspraxie, trouble de la planification des gestes volontaires intentionnels, et la dyscalculie, trouble du langage qui apparaît à l'école et porte sur les chiffres et le calcul, mais aussi le repérage dans l'espace, comme on l'a vu à l'instant. Troisième et dernière question. Je suis un grand pédagogue, un pédagogue célèbre me dit l'indice et vous dit l'indice également. Attention. Ah non, pardon, j'ai oublié d'afficher l'indice. Le voici, le voilà. Et attention, concentration pour cette dernière question super jackpot méga bonus à 3 points. Né en 1896 dans un village du sud-est de la France, et là les bons connaisseurs de ce pédagogue tilt sur le sud-est de la France, je suis grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale avant d'être nommé professeur des écoles en 1920. Donc un ancien PE, un vieux de la vieille, un vieux routard, quelqu'un qui a été instit toute sa vie. Une série de voyages m'a permis entre 1923 et 1928 de développer mes principales innovations. On retient de moi notamment la coopérative scolaire ou ce qu'on appelle l'expression libre. Avec le soutien du Front populaire, j'ouvre ma propre école à Vence, qui est fermée pendant la Seconde Guerre mondiale, car ma carrière est pédagogique, mais aussi politique, et la pédagogie est souvent politique. Poursuivant mes expériences pédagogiques jusqu'à la fin de ma vie, je suis à l'origine de la création de l'Institut coopératif de l'école moderne, l'ICEM. J'ai notamment écrit cette phrase: les notes et classements sont toujours une erreur. Je suis. Vous hésitez entre Freinet et Piaget, mais globalement, vous connaissez effectivement la bonne réponse. Il s'agissait de Célestin Freinet. Bravo, bravo Edwige, bravo plutôt Alicia, bravo Mathilde, qui est la première à avoir nommé ce grand pédagogue. Célestin Freinet, vous avez quelque part sur la plateforme une fiche sur lui, je pense, au même titre que d'autres pédagogues. Bien, il est 20h28.
Et j'ai respecté mon contrat, vous avez plus que respecté le vôtre, vous avez été éblouissant, bravo pour votre participation chaleureuse, bravo pour vos bonnes réponses, bravo pour vos mauvaises réponses, bravo pour votre présence et votre participation. J'ai été très heureux d'animer ce petit moment festivo-pédagogique et on se retrouvera évidemment pour des choses plus sérieuses. Je salue très chaleureusement les élèves d'objectif CRPE. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il est évidemment possible de nous rejoindre. Je vous fais pas tout le couplet, mais on a encore des inscriptions ouvertes au concours 2020 pour une préparation de dernière ligne droite. Évidemment des élèves qui préparent aussi l'édition 2021 du CRPE. Ce sera la dernière édition de ce concours dans les modalités que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'une réforme est en cours, comme vous le savez peut-être. Merci Barbara, merci Claire, merci Sandker, merci Laure, Mathilde, Sandra et tous les autres. Ne lâchez rien. Profitez de cette période de fête pour non seulement fêter comme il se doit Noël, le Nouvel An, tout ce que vous voulez, mais aussi vous reposer, vous ressourcer, prendre de l'énergie, de la concentration. Vous allez en avoir besoin. Il reste plusieurs mois qui sont les mois décisifs dans la préparation du concours. Donc cette période de Noël, elle est clé. C'est vraiment une des dernières périodes où vous allez pouvoir vraiment vous poser avant de partir à l'attaque et de monter en puissance jusqu'aux épreuves écrites qui auront lieu en avril 2020 pour ceux qui passent le concours 2020. Donc reposez-vous bien. C'est une des meilleures choses que vous puissiez faire. Ressourcez-vous avec vos proches, vos amis, vos familles et essayez de vous reconnecter à ce projet qui est le vôtre de devenir professeur des écoles, à votre motivation, aux raisons profondes qui vous amènent vers ce concours. Et surtout, restez présent dans la préparation, continuez l'entraînement, sans défaillir, ayez confiance en vous, croyez-y, parce que moi je crois en vous et je crois que vous serez très nombreux à réussir ce concours. Je le souhaite en tout cas et je vous dis à très bientôt. On se retrouve en janvier sur la plateforme d'Objectif CRPE. Bye bye tout le monde, bonne fête.